Bonjour à tous. Bonjour Laurent. Alors, merci de nous retrouver cette semaine encore pour cette revue technique des marchés avec Laurent Albi, donc président de l'AFAT. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. C'est parfait. Donc, avant de donner la parole à Laurent qui se représentera une nouvelle fois et présentera une nouvelle fois aussi l'AFAT, vous avez été beaucoup à nous poser des questions donc, sur certains titres. J'en parlerai après. Je donne tout de suite la parole à Laurent. Oui Mathieu, eh bien, bienvenue à tous. Nous sommes jeudi 6 juillet et on va donc passer une heure ensemble pour examiner ce qui se passe sur les marchés financiers, equities, mais également matières premières. On a eu des questions cette semaine sur le gold. On va regarder ce qui s'y passe. C'est bien légitime de se questionner sur l'or alors que les marchés actions montrent des signes de faiblesse ou en tout cas une absence de signes de reprise. Et par conséquent, il peut y avoir un intérêt ou pas à détenir du gold dans cette période d'incertitude. On va voir ce que l'analyse technique nous dit par rapport à cette question. Alors ce webinaire, vous le savez maintenant tous, il est organisé conjointement par BNP Paribas et la FAT. La FAT, c'est l'Association française des analystes techniques, association de loi 1901 à but non lucratif, dont la mission est de faire une analyse et technique de qualité, de faire la promotion d'une analyse technique méthodique, raisonnée, de qualité. C'est ce qu'on va essayer de faire ensemble pendant une heure. Alors comme Mathieu vous l'a dit, c'est vrai, cette semaine, on a eu beaucoup d'emails, ce qui nous fait toujours plaisir. Cela montre que vous appréciez à la fois cette discipline et que vous aimez nos webinaires et que vous avez envie qu'on discute ensemble des marchés qui vous intéressent. Alors, hein, c'est bien de ça dont il s'agit, de discuter. Autrement dit, je vais vous faire ma lecture des éléments techniques tels que je les comprends. Et si vous avez des questions à nous poser ou si au contraire vous avez une lecture différente de la mienne, n'hésitez pas à nous en faire part. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise lecture. L'exercice, c'est de mettre en avant les éléments techniques qui se dégagent et d'avoir une méthode pour savoir comment les prioriser les uns par rapport aux autres et ensuite en déduire ce qu'on peut sur différentes hypothèses de marché. Alors, il y a donc beaucoup de questions. Avant peut-être, Mathieu, de répondre aux Oui, différentes questions qui ont été posées, on peut faire un petit tour rapide sur le CAC 40. bien sûr. Voilà, parce que c'est vrai que on a eu Une liste de référence en France, souvent les gens ont envie d'en parler. Effectivement, c'est un titre qui revient régulièrement. voilà. Alors, par ailleurs, nous avons un auditeur, Mathieu, dont j'ai hélas oublié le prénom, qui nous a posé des questions sur le RSI, qui avait particulièrement apprécié le webinaire Exactement. André. dernier sur l'ADX. Alors, il nous pose des questions sur le RSI. On ne va pas faire cette semaine le même webinaire que celui de la semaine dernière, c'est-à-dire spécialement dédié à un indicateur technique, en l'occurrence le RSI. Mais ce qu'on a choisi de faire, c'est plutôt de regarder les actifs que vous nous avez suggérés et de regarder simultanément ce que fait le RSI. Et ça me permettra ainsi de donner des explications sur le fonctionnement de cet indicateur, justement sur des marchés en temps réel. Alors, le CAC 40. Donc, on a eu une séance un petit peu volatile, hein, puisque vous le voyez, on est fortement parti à la baisse dans un premier temps, et on a maintenant une Je bougie vais qui te nous... donner, Laurent, le Ah partage oui, de ton écran. Comme ça, tu absolument, pourras voir les charts. absolument. Voilà.
Voilà, donc j'ai zoomé un petit peu pour vous permettre de voir ce qui se passe sur le CAC 40. On a eu donc, comme je vous le disais à l'instant, une bougie qui est partie rapidement et assez fortement à la baisse. Et puis en cette clôture de séance, puisqu'il est 17h06, le marché va donc fermer dans 24 minutes, eh bien nous avons une mèche basse assez longue qui s'est formée. Et par conséquent, cela montre la zone de support qui avait été identifiée à 5130,90, 5131 points. C'est cet ancien sommet dans la hausse qui, une fois dépassé, devient potentiellement une zone de support. Et bien, c'est ce qui s'est passé. On a un marché qui, pour le moment, donc tient bon sur cette zone. Alors, on a vu que le premier test avait généré un rebond, une bougie blanche. Malheureusement, ce rebond n'a rien donné puisqu'il n'a pas été suivi d'effet. On a fait deux toupies derrière et puis derrière, on est donc retourné sur cette zone de support en test. Et puis maintenant, il semble qu'on ait une zone qui sert de soutien pour éventuellement permettre un rebond. Alors attention, c'est pas parce qu'on a une mèche basse et un petit corps et qu'on peut éventuellement assimiler la bougie actuelle à un marteau qu'on va forcément avoir un rebond. C'est vrai que finalement, on est juste repassé au-dessus de la moyenne mobile à 100 périodes. 100 périodes, ça fait à peu près 5 mois, puisqu'on compte environ 20 séances par mois. Donc c'est une moyenne de moyen terme et on voit donc qu'on est juste au-dessus de cette moyenne mobile. Donc on est potentiellement à l'aube d'un rebond possible sur le CAC 40. Où est-ce que l'hypothèse de ce rebond se confirmerait? Eh bien sur le dépassement du petit pic intermédiaire, du petit sommet intermédiaire, vous le voyez ici, à 5195,72, autrement dit, pour simplifier, à 5200 points. C'est-à-dire que tant qu'on reste sous 5200 points, le CAC 40 s'inscrit dans une dynamique baissière lente qui a toutes les chances de continuer, à moins que nous ayons effectivement une reprise et un franchissement de 5200 points, auquel cas nous pourrions avoir une lecture en double creux de très court terme et un retour donc vers le haut du canal baissier avec un premier palier intermédiaire à 5233 points et ensuite la borne haute du canal qui devrait passer vers les 5285 points. Donc, rebond potentiel à venir sur le CAC, attente d'une confirmation, surfranchissement d'une résistance, 5200 points, c'est le niveau à surveiller à la hausse pour effectivement déclencher ce scénario haussier de très court terme. À l'inverse, si effectivement on n'a pas de pression acheteuse qui apparaît sur le marché et qu'on voit que les prix repartent à la baisse, ça sera la cassure du bas de la mèche basse d'aujourd'hui, c'est-à-dire à 5110 points, qui, si ce niveau était enfoncé, signalerait juste la continuation de la consolidation avec pour le coup une cible qui pourrait désormais s'établir à très très court terme, c'est-à-dire sur les deux prochaines séances à 5081 points et en cas de rupture, retour sur les 5000 points. Alors, avant de conclure sur le CAC 40, j'ai quelque chose d'important à vous dire. C'est qu'on est un petit peu maintenant à la croisée des chemins sur l'indice parisien. Pourquoi? Soit effectivement, on valide ce double creux et on repart dans la consolidation. Et là, pour le coup, comme je vous le disais à l'instant, c'est les 5280, 5300 points qu'on vise, mais potentiellement, on peut avoir mis un creux de court terme en place et on retourne sur le précédent sommet du mois de mai, c'est-à-dire à 5442 points. Et là, on peut avoir encore l'espoir d'une jambe haussière qui, pour le coup, pourrait venir également des États-Unis. Je vous rappelle que les trimestriels arrivent dès lundi prochain et si on a des résultats d'entreprises qui sont bons aux États-Unis, ça peut être le catalyseur pour une nouvelle phase de hausse qui pourrait faire monter le S&P vers les 2500 points. Si en Laurent, revanche, oui,
Stéphane demande si tu ne penses pas il faille attendre le comblement du gap d'avril. Alors, justement, je vais y venir. Si on ne démarre pas tout de suite à la hausse et qu'on continue de s'enfoncer, si le gap du mois d'avril est comblé, c'est-à-dire s'il y a une clôture sous les 5080 points, ça veut dire qu'on va aller retester cette zone importante à 5000 points. Et là, pour le coup, pour le reste de l'année, je ne m'attendrai pas, je n'anticiperai pas un nouveau sommet qui dépasse celui du mois de mai. Donc, je répète très synthétiquement, soit on repart tout de suite, on retourne tester les sommets et on peut faire une nouvelle jambe de hausse, soit on continue de s'enfoncer, on comble le gap haussier, et dans ce cas-là, on retourne sur 5000 points, et si on retourne sur 5000 points, ça ne veut pas dire forcément qu'on va baisser beaucoup plus, mais en tout cas, ça veut dire qu'on va partir dans un schéma de consolidation latérale beaucoup plus ample, et que ça sera ce niveau à 5442 points qui sera d'ici décembre, c'est-à-dire pour la deuxième moitié d'année, extrêmement difficile à dépasser à mon sens. Voilà donc pour le CAC 40, un petit point parce que on est sur une charnière qui est importante et qui pourrait déclencher soit effectivement un nouveau départ, soit effectivement un enfoncement qui déboucherait sur une consolidation plus grande. Alors, juste pour terminer sur le CAC et le RSI, vous voyez donc que on a un RSI qui est baissier, à souligner que la théorie dit que quand la ligne du RSI est au-dessus de 50, c'est haussier, quand elle est au-dessous de 50, c'est baissier. On a un RSI là qui est largement baissier puisqu'il est dans une dynamique négative avec un creux à 32. Autrement dit, on a un RSI qui nous indique qu'on est dans un contexte baissier et par conséquent, on n'a pas a priori de forte hausse, en tout cas c'est ce que nous dit le RSI, à anticiper. Ceci dit, ce qui est important de savoir sur le RSI, c'est qu'on peut tracer des lignes de tendance comme sur les prix, et que ce qui est très intéressant sur le RSI, c'est que c'est un indicateur avancé. C'est-à-dire que s'il arrive à repartir à la hausse et à dépasser cette ligne de tendance, cette résistance baissière, et à repasser au-dessus des 50, alors on pourrait avoir donc un potentiel haussier intéressant. Donc en synthèse sur le RSI, 1, contexte baissier, 2, nouveau point bas à 30, c'est définitivement la définition d'un marché baissier sur le RSI. Donc a priori le RSI nous montre qu'il y a de la faiblesse. Ceci dit, on peut toujours avoir une reprise. Si c'était le cas, c'est le franchissement de l'oblique baissière qui ferait foi et qui montrerait qu'on peut avoir de l'upside. Voilà Mathieu. Avant de passer aux autres actifs de la soirée, est-ce que tu peux répondre à la question de Daniel qui demande si le drapeau ne commence pas à être un peu long? Alors, c'est une bonne remarque de la part de Daniel. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer donc plus d'historique. Alors, le drapeau, il est encore la figure de consolidation actuelle est encore identifiable à mes yeux à un drapeau. Mais c'est vrai qu'on arrive là aussi à la fin du drapeau. Pourquoi? Soit effectivement, on part vers le bas, on casse le drapeau, et dans ce cas-là, au lieu d'être sorti par le haut, ce qu'on attend d'un drapeau, on sort par le bas, et par conséquent, c'est plus un drapeau, c'est une accélération baissière et une correction qui prend de l'ampleur. Soit effectivement, on rebondit, on casse la borne haute, et c'était un drapeau. Alors, le drapeau, en principe, alors, c'est empirique ce que je vous dis. Pour que le drapeau soit beau, c'est-à-dire pour qu'il annonce une reprise haussière, il ne faut pas, ou il ne vaut mieux pas, qu'il fasse plus de 38% de retracement de l'impulsion du mât qu'il corrige. Okay, sinon, c'est plus un drapeau, c'est plus important. Donc, un drapeau, il doit faire moins que 38% ou 38% au maximum. Okay, ce que je vous dis, ce n'est pas une règle scientifique. C'est
basé sur l'expérience et il faut toujours mettre à ce que je dis un petit delta de variation parce qu'il y a du bruit et par conséquent c'est pas quelque chose, il ne faut pas regarder le 38% comme un niveau en étant extrêmement rigide et si on dépasse de quelques points le 38% c'est plus valable. Qu'est-ce qu'on voit ici sur le drapeau? On voit que on est en train de le travailler ce 38%. C'est pour ça que je vous disais qu'on est en fin de consolidation. Vous voyez, le 38%, on l'a bien enfoncé, mais on l'a enfoncé avec un double creux. Ça veut dire que je laisse encore au marché la possibilité de franchir la neckline du double creux et de repartir à la hausse, et auquel cas, on aurait cassé marginalement le 38% et on serait repassé au-dessus avec en même temps une validation de double creux. Donc, oui, Daniel, ça commence à être litigieux, ce scénario en drapeau. Oui, il commence à être un petit peu long, mais j'accorde encore le bénéfice du doute aux haussiers et s'ils se reprennent tout de suite, c'est-à-dire qu'il ne faut plus tergiverser maintenant. S'il y a une reprise haussière, il faut qu'elle se passe maintenant. Eh bien, si elle se passe maintenant et qu'on réintègre vite le 38% et qu'on refranchit la ligne de coup, alors je serai tolérant, j'ai envie de dire, et flexible sur ce niveau de Fibonacci et je conserverai une lecture en drapeau, mais c'est vraiment borderline maintenant. On Merci continue, Laurent. Mathieu. Alors, on nous a Alors, posé des questions sur des titres qui sont exact- haussiers et puis des titres qui se retournent. Alors, parmi les titres haussiers, il y en a deux, Air France et Trigano, qui sont très très forts et qui font fi de la consolidation actuelle. Et on va les regarder dans un premier temps, sachant que tous les deux sont dans des contextes différents. Trigano, c'est un titre qui est extrêmement fort dans un marché haussier de plusieurs mois, on va regarder ensemble. Air France, c'est très différent. C'est une reprise qui a démarré en février. Reprise extrêmement vigoureuse, hein, puisqu'on a dû prendre environ 140% depuis février. C'est pas rien, mais il faut déjà faire la distinction entre un marché structurellement haussier et recherché par les investisseurs depuis de longs mois, c'est le cas de Trigano, et un marché beaucoup plus spéculatif avec une reprise beaucoup plus volatile qui n'est pas très construite, c'est vraiment une quasi-ligne droite, on va voir ça, et là pour le coup c'est le cas d'Air France. Alors on va regarder dans un premier temps Air France puisqu'on en parle. Alors vous le voyez, février ça s'est changé à 5 euros, début juillet ça s'échange à 12, ça veut dire comme je vous le disais plus de 100%, on tourne autour de 140 sur Air France. Alors j'ai noté les niveaux parce que ce que l'analyse technique ne nous permet pas de faire, c'est de tirer des plans sur la comète. En revanche, là où elle brille, c'est de savoir où sont les niveaux qui invalident une tendance. Vous le savez tous maintenant, je vous l'ai suffisamment répété depuis qu'on fait ces webinaires ensemble, il faut rester dans la tendance, c'est quand on reste dans la tendance que on gagne de l'argent. Le propre d'une tendance, c'est qu'on ne sait jamais où est-ce qu'elle va s'arrêter, puisque un corps en mouvement a tendance à le rester. C'est pour ça qu'on parle de momentum et de tendance. Autrement dit, on ne sait pas où est-ce que Air France va s'arrêter. Ce qu'on sait en revanche, c'est les niveaux qui nous montreraient qu'il y a des prises de bénéfices, il y a un changement de consensus et il y a ce qu'on appelle une phase de distribution qui rentre sur le marché qui nous ferait penser qu'effectivement, à très court terme, eh bien, le potentiel est épuisé. Alors, sur Air France, j'ai mis 3 niveaux, mais il y en a 2 qui sont véritablement importants. Le premier, vous le voyez, on a fait donc... alors, peut-être que ce que je peux faire, c'est vous montrer Air France sur 5 ans et même... sur un peu plus longtemps, sur 10 ans. Voilà, donc sur 10 ans, vous voyez que on est en présence d'un titre qui ne fait absolument rien, c'est-à-dire que quelqu'un qui aurait acheté du Air France en octobre 2008 serait encore perdant, donc très fort contraste avec le CAC 40 ou l'Eurostoxx ou a fortiori le S&P aux États-Unis.
Donc à long terme, on est sur un marché qui est dans une consolidation latérale. On remarque qu'on avait un sommet important en avril 2014 et que celui-ci vient d'être dépassé. Vous le voyez ici, c'était une résistance qui devient support. Donc contexte de long terme, neutre, dérive latérale, tendance plate. Quand on passe maintenant à court terme, on voit qu'effectivement, on a cette très belle progression et que ce nouveau sommet, en fait, il a généré des prises de bénéfices pendant 2 jours, c'est-à-dire hier et avant-hier, et que dès aujourd'hui, on a tout de suite une reprise des intérêts acheteurs avec une bougie blanche qui est actuellement en formation. Ça veut dire que tant qu'on reste au-dessus de ce niveau, pour simplifier, à 12 euros, on est dans un schéma haussier extrêmement puissant et que le prochain objectif, c'est à la hausse qu'il faut l'avoir, en l'occurrence 13,89 €. Si on casse demain ce niveau à 12 euros, ça ne veut pas dire que la tendance s'inverse, mais qu'on part en consolidation, c'est-à-dire que le marché va faire une pause avant potentiellement une reprise de la hausse. Si on rentre en consolidation parce que le niveau à 12 euros est rompu, alors on peut baisser sur la zone des 11,44 qui est le précédent sommet et qui est donc un support potentiel, ou sur le support majeur à 10,82. Ça veut dire que tant qu'on reste à court terme, puisque ce niveau à 10,82 il n'est pas vieux, hein, il date du 21 juin. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur des horizons de temps extrêmement serrés. Tant qu'on reste au-dessus de 10,82, eh bien on est dans un schéma haussier fort avec une hausse qui devrait peut-être faire une pause, mais potentiellement repartir. Qu'est-ce qui nous dira que la hausse reprend? Le franchissement du dernier sommet, c'est-à-dire le franchissement des 12,89 €. Autrement dit, si on part en conso, on peut faire quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire, vous voyez, on va sur 11,44, petit rebond, on va ensuite sur 10,82, et puis on remonte, vous voyez, on fait quelque chose dans ce genre, et puis en fait, vous voyez, on va faire une consolidation latérale qui peut prendre la figure d'une figure de retournement ou pas. Enfin, vous voyez, on peut faire quelque chose comme ça. Ça peut se transformer en double top, ça peut se transformer en autre chose, mais en tout cas, c'est de la consolidation. Tant qu'on reste au-dessus de ce niveau, il n'y a pas d'inquiétude, j'ai envie de dire, à avoir sur la pérennité de la tendance haussière. Elle est bel et bien là, et a priori, puisqu'on a une belle bougie blanche qui s'est formée aujourd'hui, les 17h24, ça ferme dans 6 minutes, autrement dit, cette bougie blanche va continuer d'exister après la clôture et vraisemblablement après le fixing, donc on devrait avoir une reprise de la hausse après 2 petits jours de repli. Air France, donc très très fort, premier niveau à surveiller, c'est 12 €. Deuxième niveau à surveiller, 10,82. Tant qu'on est au-dessus, on est dans une tendance haussière. Trigano. Alors, Trigano, je vais vous mettre le moyen terme, parce que là, pour le coup, on est passé de 10 à 110. Hein, donc, ce n'est pas du 140%, c'est du x10, plus même, du x11, qui s'est fait de manière extrêmement rapide, puisque la tendance a démarré en novembre 2014, et ça fait donc 2 ans et demi pour un x10, un titre d'une rare puissance qui est actuellement en train d'inscrire un nouveau sommet. Donc, on est déjà en présence d'un titre qui surperforme 95 voire 99% des valeurs de la côte parisienne. C'est véritablement une star, Trigano, et on a visiblement des acheteurs qui continuent de payer à moyen terme. Quand on se met à court terme, on voit que on a fait ce sommet à 112,70. Alors je vais zoomer un petit peu. Attendez, je vais enlever cette flèche. On a fait ce sommet à 112,70. On est allé chercher le premier niveau de support à 102 et en 3 jours, on est revenu immédiatement tester le précédent sommet. Beaucoup de force sur le titre, des intérêts acheteurs qui sont toujours très présents et par conséquent, on peut anticiper maintenant le franchissement de la résistance à 112,70 pour aller sur 117 voire 125,74. Alors quand on est sur des marchés qui sont aussi puissants, on a fait tout un webinaire la semaine dernière sur l'ADX. On peut regarder ce que nous dit l'ADX.
il est en phase de décroissance, c'est-à-dire que pour ceux qui étaient là avec nous la semaine dernière, quand on a un ADX qui baisse, ça ne veut pas du tout dire qu'on a une tendance qui va se retourner, mais qu'on a une tendance qui est en train de décélérer. Et donc on voit qu'à partir de ce point, à 42, il y a un ralentissement de la tendance. Pourquoi c'est important de regarder l'ADX quand il nous dit qu'on est en phase de décélération? Eh bien parce qu'on est potentiellement sur un titre qui peut rentrer en consolidation. Alors attention, pour le moment ce n'est pas du tout le cas. On voit bien qu'on a des creux et des sommets qui sont ascendants, autrement dit une séquence directionnelle qui reste haussière, des creux et des sommets qui grimpent, c'est tout simplement la définition d'une tendance haussière et il suffirait qu'on ait un dépassement du précédent sommet pour qu'on ait à nouveau donc cette confirmation de cette tendance. Si en revanche on n'arrive pas à dépasser, c'est ce que potentiellement l'ADX essaye de nous dire, mais attention, ce n'est pas encore confirmé, on peut là aussi avoir une consolidation latérale qui se met en place et qui, vous le voyez, pourrait donc osciller entre 102 et 112,70. Alors, le niveau à ne pas casser dans ce schéma de consolidation, c'est 102. C'est-à-dire que les consolidations latérales sont potentiellement des figures de continuation qui montrent que le marché fait une pause, que le courant acheteur s'essouffle, mais qu'il va reprendre. Il va reprendre si la consolidation reste contenue, si elle reste ordonnée. Pour qu'elle le soit, il faut qu'on reste dans l'intervalle que j'ai tracé entre 102 et 112,70. Si en revanche on part à la baisse, alors ça veut dire qu'on pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus baissier et éventuellement avoir un retour sur ce niveau à 83,60. Donc attention sur Trigano. 1, on est sur un titre qui est très fort. 2, à court terme, on est en passe de faire une nouvelle confirmation de la hausse. 3, cette hausse n'est pas encore, enfin, ce franchissement de résistance n'est pas encore arrivé. Il y a donc un risque de consolidation qui est signalé potentiellement par l'ADX. Le niveau à surveiller, c'est le dernier creux dans la hausse, autrement dit, la zone de support à 102. Tant qu'on reste au-dessus, il n'y a pas de souci à se faire pour la tendance. Elle devrait continuer de se déployer. Si on casse 102, alors on retourne sur 93 et potentiellement même on retourne, s'il y a des prises de bénéfices plus importantes, dans la zone des 83. Alors entre 83 et 102, ça fait à peu près 20% de baisse, c'est très important, même si vous le voyez, si on se met à moyen terme, ben vous le voyez, 84, 85 euros à moyen terme, c'est le dernier sommet, c'est le dernier creux significatif dans la hausse. Autrement dit, à moyen terme, on peut perdre 20% sans que techniquement ça change quelque chose à la tendance. C'est là où les horizons de temps qui s'entrechoquent sont extrêmement difficiles à comprendre quand on ne travaille pas trop cette question pour les investisseurs privés, parce qu'on peut avoir sur un horizon de temps court une tendance qui se renverse et sur un horizon de temps plus long, à moyen terme, aucun signal technique et un retour sur le précédent creux. Donc voilà, on se remet sur Trigano à court terme et vous voyez qu'on est potentiellement là en phase de dépassement de la résistance. Air France et Trigano, oui. Pardon, Laurent, Claude demande ce que l'on peut voir avec les vagues d'Elliott. Alors, je ne peux pas aborder, Claude, le sujet des vagues d'Elliott parce que c'est un sujet qui est difficile et qu'il ne peut pas s'aborder à la va-vite en quelques minutes lors de ce webinaire. Donc, je n'aborderai pas ce sujet. Je ne ferai pas de décompte en Elliott. On a fait un tout petit peu d'Elliott, si ma mémoire est bonne, Mathieu, lors du 2e ou 3e webinaire. Mais c'est pas quelque chose, Elliott, que l'on peut aborder facilement et rapidement. Donc, si les vagues d'Elliott vous intéressent, et je recommande vivement que vous vous y intéressiez parce qu'elles donnent des informations extrêmement intéressantes, eh bien, je vous invite à vous plonger dans le livre de Robert Prechter
et de Frost qui ont écrit le principe des vagues d'Elliott, qui a été, je crois, traduit en français, où ils montrent effectivement tous les modèles d'impulsion et de correction qui existent en fonction de ce décompte. Et je vous invite donc à compter les vagues vous-même, mais je ne peux pas le faire maintenant. On continue. Alors, maintenant qu'on a vu les marchés haussiers, on va regarder ceux qui sont en train de donner des signes de faiblesse. Et on va commencer avec Alstom. Alors, sur Alstom, on a eu une question sur le titre, une question qui est justifiée, puisque vous le voyez, tant qu'on était comme ça, c'est-à-dire au 26 juin, on était dans une tendance haussière avec un dépassement de la précédente résistance et on avait une tendance qui était donc positive. Si on avait mis un RSI à ce moment-là, on aurait vu que le RSI il montre des signes de décélération. Autrement dit, sous l'apparente force des acheteurs, on a un RSI qui nous montre que la moyenne des hausses est en fait de plus en plus mince et qu'on a des vendeurs qui sont en train de prendre doucement, graduellement, de manière quasi invisible, le contrôle des échanges avec un momentum qui est en train donc de décélérer. Et donc, on marque la zone de support à 30,75. C'est un sommet, c'est un creux, c'est une polarité, et c'est donc la zone de creux qui doit être préservée pour que la dynamique haussière reste intacte. Et puis, on voit qu'on part en correction et qu'on fait une bougie noire qui vient s'arrêter, qui enfonce marginalement le dernier creux et qui s'arrête à quelques centimes près sur cette zone. Et là, tout est permis de penser, puisqu'on peut se dire, en fait, on a eu un retour sur le précédent creux, la tendance peut reprendre, ou en tout cas, on peut faire une consolidation. Alors moi, il y a quand même quelque chose qui ne me plaît pas sur ce test de ce creux à 30,75 €, c'est la vitesse à laquelle on arrive dessus. Regardez combien de temps, combien de jours on met pour faire le chemin entre 30,75 et 32 et combien de jours on met pour faire le retour. Hein. C'est quasiment 2 fois plus vite. Donc il y a de la vitesse, il y a de l'impulsion qui arrive sur ce marché. Donc déjà, le fait qu'on fasse cette bougie noire, ça veut dire que vraisemblablement, il va y avoir une consolidation à venir. Pourquoi pas en tête-épaule, épaule gauche, tête, et puis là on revient sur la ligne de cou, épaule droite. Derrière, on voit que le rebond, il est très faible. Et que on a 2 jours de rebond technique, qu'on n'arrive même pas à repasser au-dessus des 50% du corps de la bougie noire qui a lancé l'impulsion, et que derrière, on fait 3 bougies noires. Autrement dit, on a un marché dont la tendance est en train de se dégrader. Là, pour le coup, on peut, sur ces 4 jours de baisse, identifier un mât, un drapeau, et on vient de sortir du drapeau avec une bougie noire qui nous montre que l'impulsion est peut-être en train de reprendre. Vous savez que les drapeaux volent à mi-mât, c'est ce que l'analyse technique nous dit, c'est-à-dire que quand vous avez un drapeau qui apparaît après une impulsion, eh bien vous faites la projection de cette impulsion dans le sens de cette impulsion, et vous voyez, en faisant la projection de cette première jambe baissière, à partir de ce niveau à 31, on arrive sur 29,53. Donc sur Alstom, on est à très court terme dans une phase corrective qui va faire revenir les cours après être allé tester la zone des 32 € sur la zone des 29,50 €. Ici, j'ai marqué piège. C'était un piège baissier parce que on avait une tendance haussière. On est sorti de cette tendance, on est sorti de cette période de consolidation en franchissant la résistance. Donc, on a des nouveaux entrants qui sont rentrés, qui sont arrivés sur le marché. Et en fait, quand le marché a réintégré, tous ceux qui ont payé le dépassement de la résistance se sont retrouvés
piégé et c'est pour ça qu'on a eu cette forte accélération baissière. Donc à très court terme maintenant, on a un préjudice qui a été causé et vraisemblablement on va retourner sur 29,53. Quand on regarde Alstom à long terme, on voit que c'est comme Air France. On est sur un titre qui ne fait rien et qui est dans une tendance plate et qu'on est actuellement, vraisemblablement, sur une zone qui a été une forte zone de vente depuis, vous le voyez, avril 2014. Donc c'est ce qui explique ces prises de bénéfices avec ce piège haussier que vous voyez actuellement à l'écran. On est monté de manière très impulsive, on a fait une correction sur la résistance, on a fait de nouveau un nouveau plus haut, et puis patatras, derrière on réintègre la zone de consolidation. Sur Alstom, le risque de moyen terme, il est important. Pourquoi? Parce que vous le voyez, il n'y a quasiment aucun support jusqu'à 27,10 €. On est monté en ligne droite. Ça veut dire que s'il y a une absence d'acheteurs qui se présentent sur le marché relativement rapidement, c'est-à-dire, vous le voyez, on est déjà dessus, sur la zone des 30 €, c'est une zone de polarité, un ancien sommet, deux anciens sommets, vous voyez ici, qui deviennent, cette zone ici, qui devient potentiellement résistance, qui devient potentiellement support, eh bien si on échoue à avoir de nouveau l'apparition d'un courant acheteur sur ce niveau de support théorique potentiel à 30 €, eh bien ça veut dire que le risque baissier, ça ne veut pas dire que Alstom va retourner, mais le risque de voir Alstom retourner sur la zone des 27 € est important. Donc attention à Alstom. Objectif de court terme, c'est 29,53, mais comme on vient de voir, à moyen terme, on pourrait baisser beaucoup plus si on n'a pas de courant acheteur qui se manifeste rapidement. On va continuer avec Facebook, puisque c'est Daniel, je crois, qui nous a posé la question de l'évolution du titre aux États-Unis. Alors, sur Facebook, là aussi, je peux tracer une ligne de tendance sur le RSI. Elle marche très bien, les lignes de tendance sur les RSI. Si vous avez effectivement le RSI qui casse par le haut cette ligne de résistance baissière, ça nous montre qu'il y a un retour de l'appétit pour le titre qui arrive sur le marché. Alors sur Facebook, on va se mettre à moyen terme, voilà, pour vous montrer un petit peu ce qui se passe sur le titre. On était à 20 €, on est à 155, belle progression on va dire, et pour le coup on voit que on a du mal maintenant à continuer de monter. Les Américains appellent ce genre de contexte ici le churning, c'est-à-dire c'est un peu comme si ça moulinait dans le vide. Et en fait, on voit bien que on a des acheteurs qui essayent de propulser les cours toujours plus haut, mais qu'on a beaucoup d'offres qui apparaissent sur le marché qui empêchent la progression significative des cours. Ça ressemble à de la distribution. Ça veut dire qu'on a vraisemblablement des opérateurs qui sont rentrés sur Facebook il y a un certain temps, qui sont actuellement en gain théorique important et qui se disent que compte tenu de ce qui se passe ailleurs sur le marché, ça serait peut-être pas complètement idiot de commencer à loquer des gains, à réaliser des bénéfices sur le titre. Et c'est pour ça qu'il y a de l'offre qui rentre, il y a des ventes qui se font, c'est de la distribution qui rentre actuellement sur le marché. Alors quand on regarde maintenant à court terme, cette distribution, elle peut prendre, on ne sait pas encore exactement quelle forme elle va prendre. J'en ai identifié deux immédiatement perceptibles et je vais vous les décrire. Premier schéma sur Facebook, on est en train de faire un triple top. Premier sommet à 153, neckline à 145, on a un petit gap haussier ici. On retourne un petit peu plus haut à 154,70 et on revient tester 144,40. Le 144,40 là, c'est là qui devient véritablement support puisqu'il a été testé deux fois. Première fois
on a une pénétrante qui nous montre qu'on a un retour des acheteurs. Deuxième fois, on a une bougie qui n'est pas un marteau, mais qui pourrait être associée à un marteau. En tout cas, on voit un très clair rejet du marché sur ce niveau. On repart à la hausse, on ouvre ici en gap haussier, et là, c'est un piège. C'est-à-dire qu'on ouvre sur des nouveaux plus hauts, historiques, mais en fait, les vendeurs profitent de ce nouveau plus haut pour distribuer. Et les acheteurs sont incapables d'absorber toute l'offre qui se présente sur le marché. Et donc, pour le faire, on est obligé de réintégrer la consolidation précédente. Et en fait, le titre n'a cessé de baisser depuis l'ouverture. Ça, c'est en général très baissier quand on fait des gaps, mais qu'on a les acheteurs qui sont incapables de maintenir les cours sur les plus hauts de la journée. Et depuis, ça corrige. Donc déjà, ce qu'on peut dire sur Facebook, c'est que c'est quasiment sûr. Alors, il ne faut jamais être sûr sur les marchés, c'est une mauvaise façon de penser. On ne peut raisonner qu'en termes de probabilité, donc il y a de très fortes probabilités pour que maintenant on retourne sur la zone à 144,40. Premier sommet, deuxième sommet, troisième sommet, premier creux, deuxième creux, vous le voyez, on peut faire quelque chose qui pourrait s'apparenter donc à un triple top avec une cassure de la ligne de coup, pourquoi pas un pullback sur la neckline, et puis on part à la baisse. Ça, c'est le premier scénario baissier. Le deuxième scénario baissier, on va l'obtenir en se mettant en ligne de clôture. Et là, pour le coup, on a autre chose de très joli techniquement. C'est un wedge qui a été déclenché. Un wedge, c'est un biseau ascendant qui, lorsqu'il s'inscrit au terme d'une hausse, eh bien, il signale en quelque sorte la phase terminale de cette hausse. Alors, de quelle hausse on parle? Évidemment, on ne parle pas de la hausse que je vous ai montré tout à l'heure qui était à 20 euros. C'est pas ça qu'on est en train de retourner actuellement sur Facebook. Non, ce wedge, si effectivement il donne ce qu'il peut donner, c'est déjà retour sur le début du wedge. Ça, c'est une très grosse probabilité. Retour sur 144,40. Potentiellement, il peut aller plus bas. Il peut aller ici, à 138,80. Et potentiellement, il peut retourner toute la dernière hausse, toute la dernière impulsion, puisque ce wedge, en fait, il vient solder la dernière impulsion haussière démarrée à 115. Donc, sur Facebook, il y a effectivement un titre qui montre que il y a de la distribution qui est en train de rentrer sur le marché, il y a un potentiel de hausse qui semble à court terme très limité. On a soit un wedge, soit un triple top qui est en cours de formation. Le triple top, il est déclenché sur la rupture de la neckline, la ligne de coup à 144,40. Le wedge, lui, il a déjà été déclenché. Il peut s'arrêter sur 144,40 aussi, c'est le début du wedge, mais il peut potentiellement aller beaucoup plus profondément, 138,80, 133,40 et puis surtout 115. Alors, il va bien évidemment regarder ce qui se passe sur les autres valeurs aux États-Unis. Je pense notamment aux valeurs technologiques. Facebook fait partie du secteur technologie Internet. On a d'autres valeurs qui ont été malmenées ces derniers temps sur le Nasdaq 100, notamment les Amazon, les Alphabet, les Facebook, les Apple. Alors toutes ont présentent des contextes techniques différents, plus ou moins baissiers, mais en tout cas, toutes présentent des physionomies de distribution. Et d'ailleurs, ça ne vous a pas échappé, on a eu un Nasdaq ces derniers temps qui a été beaucoup plus volatile que le reste du marché, avec notamment une rotation sectorielle qui est sortie, qui a fait que les investisseurs sont sortis des valeurs de croissance représentées par les technologiques et qui sont allés sur des valeurs plutôt considérées comme value, en l'occurrence les banques, qui ont été plébiscitées ces derniers temps. Donc Daniel, Facebook, pour le moment, rien n'est véritablement déclenché, mais attention, on a une figure de distribution ou des figures de distribution qui sont en train de prendre graduellement forme, donc on peut avoir un risque baissier à venir sur le titre. Qu'est-ce qui invaliderait tout ce que je viens de vous raconter? Eh bien que cette zone de support à 144,40, 145, finalement, tienne le choc et qu'on ait
le retour d'un courant acheteur sur le titre. Alors, si c'est effectivement le cas, je vais enlever ce que j'ai dessiné, on pourrait avoir quelque chose qui se transforme, c'est-à-dire retour sur 144, et puis on fait un rebond vers 152, et puis on rebaisse, et puis on pourrait faire ça. Qu'est-ce qu'on a là? On a une tête-épaule un petit peu complexe, c'est-à-dire une tête-épaule bicéphale avec deux têtes, une épaule gauche et une épaule droite. Vous voyez, c'est un autre scénario de marché qui pourrait se déplacer, qui pourrait qui pourrait se développer sur Facebook, qui serait en fait une phase de distribution, de retournement beaucoup plus lente que le simple wedge ou le triple top. Et puis attention, on peut ne pas avoir du tout de phase de retournement. On peut tout à fait avoir une consolidation latérale, c'est-à-dire qu'on va retourner sur 154, on va retourner sur le support, on va comme ça assister à une dérive latérale, en fait une grosse dérive qui va venir faire une pause par rapport, vous voyez, à tout ce qui précède. On pourrait tout à fait assister à une formation d'un rectangle qui pourrait durer plusieurs mois avant de reprendre la hausse. D'ailleurs, regardez, on a eu ce contexte ici, un petit peu similaire. On a fait une conso entre juillet 2014 et mars 2015, c'est très long, avant de reprendre véritablement la hausse. Donc on peut tout à fait, avant de reparler d'un retournement qui pour le moment n'est pas confirmé sur Facebook, on peut avoir une phase de consolidation qui dure plusieurs mois. Vous voyez, tous les scénarios sont ouverts. Il va falloir en tout cas apprendre à attendre, à être discipliné. Mais en tout cas, ce que je pense aujourd'hui, c'est que a priori, le potentiel haussier sur le titre me semble tout à fait limité. Parce que ce soit une conso ou de la distribution, de toutes les façons, je ne vois pas à court terme, vu le travail qui a commencé, je ne m'attends pas à voir le titre progresser de manière significative dans les prochaines semaines. On continue, Mathieu. Continue, on va essayer de tout faire aujourd'hui. Alors, on a maintenant LVMH. Alors, LVMH, là aussi, ça commence à sentir le sapin sur le titre. Alors, là aussi, hein, on est sur quelque chose d'extrêmement fort. Regardez ça. C'est quand même assez phénoménal hein, ce qui s'est passé sur LVMH. C'est une progression quasi parabolique sur le titre ces derniers mois. Et justement, quand ça monte comme ça, aussi rapidement, eh bien, plus ça monte et plus c'est vulnérable. Et vous le voyez, quand on se remet dans un contexte de court terme, on voit que on a fait ce sommet, on a consolidé de manière assez contenue. On est allé chercher 223,50. Le rebond a été faible. Il n'a pas réussi à dépasser ce petit sommet local à 232,85. Et puis là, très forte accélération baissière. On casse, j'ai envie de dire, on pulvérise le support avec cette grande bougie noire. Derrière, on refait un petit rebond tout technique. Et puis dès qu'on revient sur l'ancien support, eh bien il devient résistance parce que finalement, tous ceux qui ont payé ici se sont retrouvés piégés par cette bougie noire et donc de voir le marché revenir sur ce niveau de support, bah, c'est une opportunité, j'ai presque envie de dire une aubaine de sortir flat et par conséquent, c'est pour ça qu'on a de la pression vendeuse qui est revenue sur le marché à 223,50. Et puis derrière, on a fait une nouvelle bougie noire. Alors c'est vrai que il y a une petite mèche qui apparaît, mais on peut tout à fait associer ce mouvement à un mât, ensuite un drapeau, et vous le voyez, si c'est vraiment cette hypothèse qui se confirme, on peut retourner sur LVMH à 207 euros. Alors, vous l'avez compris, c'est une correction de très court terme. Il faut bien faire attention de ne pas mélanger les genres et en l'occurrence les horizons de temps. Là, on parle de court terme, c'est-à-dire que
le potentiel baissier de court terme sur LVMH sur confirmation de la formation du flag donné par la clôture sous la borne basse, c'est 200, 207, 205 pour faire simple. C'est-à-dire en fait la borne basse du gap haussier qui se situe à 208. Hein. C'est par là qu'on va aller tester le courant d'achat. Soit effectivement, il y a des opérateurs qui se positionnent et qui attendent des prix meilleurs, c'est-à-dire moins chers, pour revenir à l'achat sur LVMH, et dans quel cas, auquel cas, la tendance de moyen terme repart et on va retourner tester le précédent sommet. Soit on est sur un schéma beaucoup plus correctif à moyen terme, et là, pour le coup, on pourrait, si on enfonce le gap, baisser beaucoup plus, et ça serait vers 190, 180 que le nouveau risque baissier apparaîtrait, et par conséquent, beaucoup de points de pourcentage, puisqu'on est à 220, et qu'en allant à 190, ça fait environ 20% de baisse. Donc attention, si effectivement on comble le gap, il peut y avoir une accélération baissière. Pour le moment, en tout cas, on ne peut pas viser ailleurs que la borne basse du gap haussier, c'est-à-dire sur 208. J'accélère un peu maintenant, parce qu'il est 17h52. Pernod Ricard, là aussi, on avait une très belle tendance haussière. On remarque ici qu'on a une décélération en RSI baissier. Si je mets un ADX, vous allez voir qu'il est en chute libre. Vous savez maintenant pourquoi, puisque vous avez tous regardé le webinaire de la semaine dernière. Donc un ADX. Allez le voir. Absolument. Il est en replay sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, tu pourrais répéter, Mathieu, tout à l'heure, où est-ce qu'on peut retrouver les webinaires sur YouTube, mais peut-être aussi à d'autres endroits. Peut-être que tu pourrais le repréciser en fin d'émission. Bien sûr. Donc, un ADX qui part à la baisse. On vient de faire un nouveau sommet. Correction. Le niveau important à regarder dans un premier temps, c'est 118,63. On pulvérise ce niveau et on pulvérise presque également le suivant, c'est-à-dire le support à 116,92. Enfin, on ne le pulvérise pas vraiment, puisque vous voyez, en fait, on consolide autour du niveau et on fait un flag là aussi. Donc le drapeau sur Pernod Ricard, en séance, on était sorti du drapeau de manière très significative. En fin de séance, on voit une mèche basse qui apparaît. On est quand même malgré tout sous la borne basse. Donc l'hypothèse de drapeau, elle est toujours valide, mais attention, il faut demain que ça confirme rapidement à la baisse, sinon le drapeau il sera invalidé. En tout cas, pour le moment, on a fait un retour sur ce niveau à 116,92, bon pour simplifier 117. Si on repart à la hausse sur, à partir de ce niveau à 117, eh ben, on peut assister à une consolidation, là encore, latérale, c'est-à-dire pas beaucoup de potentiel haussier, mais pas de baisse immédiate. Si en revanche, on casse 117, ça veut dire qu'on va rapidement sur le support suivant à 110,74, et ça veut dire qu'on est en présence d'opérateurs qui réalisent leurs bénéfices, et c'est cette nouvelle pression vendeuse apparaissant sur le marché qui déclenche donc cette dégradation du contexte technique avec, vous le voyez, potentiellement des creux et des sommets qui sont descendants à court terme et qui signalent un mouvement vendeur pour les prochains jours, voire pour les prochaines semaines. Total, on était dans une figure que j'ai nommée un rectangle. C'est pas un très beau rectangle, en tout cas c'est de la distribution, ça c'est sûr. On a fait cette figure de distribution sur des sommets historiques. C'est ça aussi, c'est ce qui s'appelle du churning, c'est-à-dire qu'on patine et puis finalement on repart à la baisse. Hein. Alors, ce pattern-là, cette figure de distribution, elle nous donne un target à 41,70. C'est le risque baissier sur Total. 41,70, 42 €, vous le voyez. C'est cette zone de résistance qui, une fois dépassée, devient potentiellement support. Donc là aussi, pour le coup, sur Total, on a un petit risque baissier qui apparaît tant qu'on n'a pas réintégré
45 euros, 45,08 €. Le mouvement directionnel est baissier et il indique que on va aller chercher des points plus bas pour éventuellement rebondir. Si on retourne au-dessus de 45 euros, alors on réintègre la zone de consolidation. Ça veut dire qu'on peut retaper sur la borne haute et pourquoi pas faire un nouveau sommet. Pour le moment, le niveau important à regarder, c'est 45 euros. Tant que cette résistance n'est pas franchie, on conserve un biais baissier de court terme avec un risque de revenir sur 42,10 euros et potentiellement sur 40,25 euros. Vinci pour terminer, et ça sera la dernière valeur qu'on va regarder. On a une figure là aussi de distribution qui a été déclenchée. Figure de distribution qui prend la forme d'un double top, un double sommet. Vous avez ici le premier, vous avez ici le second à un mois d'intervalle, la vallée entre les deux pics à 75,10 euros, c'est-à-dire la ligne de coût sur laquelle le marché est revenu à vitesse grand V. Et puis comme les marchés précédents, on consolide sur ce support. Ça montre bien l'hésitation qu'il y a entre les acheteurs et les vendeurs. Le marché s'interroge sur ce qu'il convient de faire sur ce support. On a des achats timides qui sont vite contrecarrés par de la pression vendeuse et on voit que pendant 4 jours, on va faire du surplace sur ce niveau qui finalement finit par céder sous le coup de la pression vendeuse. On a mis en place un fanion, un pennant et aujourd'hui, longue bougie noire. Là, pour le coup, sur Vinci, il semble que le risque baissier, maintenant, soit à 70,53 € et là, on pourrait avoir un rebond. La zone de résistance, alors on peut la mettre à 75,10 €. On pourrait éventuellement la mettre ici aussi, un petit peu au-dessus, à 75,90 €. On va monter notre niveau d'exigence, puisque si on veut croire à un scénario haussier, il faut justement que les acheteurs nous montrent ce qu'ils ont dans le ventre, en l'occurrence leur capacité à faire remonter les prix au-dessus de 75, 90, 76 €. Si c'était le cas, alors on réintégrerait la zone de consolidation précédente et pour le coup, là aussi, ça aurait été, excusez-moi, ça aurait été un piège baissier et on repartirait donc en consolidation. Pour le moment, 75,90, c'est loin. Premier niveau de support à surveiller, 70,53. Je pense que les acheteurs ne vont pas se précipiter avant le test de ce niveau pour repasser à l'action. En revanche, sur ce niveau à 70,53, on peut avoir des opérateurs qui rentrent à bon compte. On va se mettre en weekly 5 ans et on voit que 70,53, c'est effectivement le dernier creux de moyen terme avant la dernière impulsion. Si on devait enfoncer 70,53, on retournerait vraisemblablement sur 66,30 et même vers 63 €. On a une grosse zone de support ici entre 63 et 66 qui pourrait déclencher un rebond qui pourrait durer plusieurs mois si on baisse jusque là. Pour le moment, on n'a pas de signal qui nous montre que la pression vendeuse est tarie, autrement dit, le risque il est bel et bien baissier sur cet actif. Il est 18 h, Mathieu. Je crois qu'on a fini notre webinaire. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, des questions. On a Philippe qui nous demande ce que tu penses des zones géographiques suivantes, l'Inde, la Chine et l'Argentine. Pascal avait envoyé une question à Falco sur Bayer et SAP. Malheureusement, on n'a pas pu traiter ces titres. Falco n'ayant pas accès à ses mails cette semaine, je préciserai l'adresse à laquelle vous pouvez également envoyer vos questions après donc, ce dernier point avec Laurent. Et Stéphane nous dit que effectivement on retrouve beaucoup des mêmes figures sur les valeurs que nous avons citées. Et est-ce qu'il n'y a pas effectivement une tendance baissière générale en ce moment, Laurent?
Alors, on ne peut pas pour le moment parler de tendance baissière. Vous le voyez bien sur Vinci. On n'a pas encore une succession de creux et de sommets descendants. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des sous-jacents qui commencent à distribuer. Et on ne sait pas encore si cette distribution, elle est toute temporaire et qu'elle va s'arrêter et que ça va déboucher sur une consolidation plus vaste, plus ample, ou si on est vraiment à l'aube d'un mouvement baissier beaucoup plus important. Donc, trop tôt pour dire qu'on est en tendance baissière, même sur ces actifs. En revanche, il faut d'ores et déjà constater la dégradation technique, autrement dit la pression vendeuse qui est en train d'arriver sur le marché, ces supports qui sont enfoncés, et on n'est pas encore baissier, mais en tout cas, on n'est plus haussier à court terme sur les valeurs qu'on a regardées ensemble, parce que effectivement, maintenant, vous voyez, cette séquence de creux ascendants, eh bien, elle s'est interrompue. On a maintenant potentiellement, on n'a pas encore des sommets descendants, mais on a des creux descendants. C'est comme ça que le travail de retournement procède. Il va y avoir tout un échelonnement de la distribution qui va faire qu'au final, les tendances vont se retourner, mais ce n'est pas encore confirmé. C'est peut-être pas ce qui va se passer, et par conséquent, il faut rester patient et discipliné. Et observateur, parce que il ne faut pas rester non plus complaisant en se disant ça va repartir à la hausse, c'est sûr. Le marché nous dit qu'il y a de la distribution qui commence à rentrer, et donc c'est un signal qu'il faut prendre en compte et peut-être ajuster son portefeuille, commencer à alléger sur les points adéquats, parce que on a potentiellement, encore une fois, un risque qui commence à apparaître. Mathieu, pour les émergents, la Chine, etc., ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ça la semaine prochaine parce que c'est une très bonne question et de savoir ce que font les émergents, c'est une préoccupation tout à fait légitime. On a des indices américains qui tiennent le choc mais qui sont en consolidation et qui nous montrent qu'ils ont du mal à monter. On a des indices européens qui ont entamé leur phase de consolidation. La question, c'est de savoir est-ce que cette consolidation va accélérer à la baisse ou est-ce que on va rester dans un schéma de consolidation. Et que font les émergents? Eh ben, c'est ce qu'on va regarder ensemble la semaine prochaine. Donc, affaire à suivre. Merci Laurent, merci à vous pour vos questions. Laurent, je reprends la main rapidement. Je vais montrer mon écran. Est-ce que tu peux me confirmer? Absolument. On voit la page d'accueil. Donc, vous pouvez envoyer vos questions à varan.info@bnpparibas.com comme affiché sur l'écran. Si toutefois les questions que vous avez envoyées à Falco n'arrivent pas chez lui ou qu'il n'a pas l'occasion de les voir, nous les verrons. Pour les replays, vous pouvez aller sur le site web de produitsdebourse.bnpparibas.fr. Là, dans l'onglet formation, vous avez la possibilité de voir les webinaires passés et dont celui de la semaine dernière sur lequel Laurent a fait un focus sur l'ADX. Ce webinaire sera mis en replay demain au courant de la journée. Sinon, vous pouvez aller directement sur la chaîne YouTube BNP Paribas Produits de Bourse. N'hésitez pas encore une fois à nous poser toutes vos questions cette semaine. Ce sera le dernier webinaire de la saison jeudi prochain. Nous recommencerons en septembre, donc à la rentrée. Merci Laurent d'avoir merci Mathieu, merci à tous. Ces questions. Merci à vous. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et un excellent week-end. Au revoir. Bonne soirée à tous.